tous les dimanches, 1h-2h. Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'écouter RFM 54.9, rfmit.com, l'émission Enjeux chez vous. Notre premier invité aujourd'hui, le géologue Claude Prepty, qui répondra à nos questions sur le séisme de magnitude 4.3 enregistré hier après-midi et dont l'épicentre a été localisé à 11 km au sud-ouest de Thomonde dans le plateau central. Notre deuxième invité, l'ancien colonel Imler Rebu, responsable politique, interviendra sur les thèmes liés au départ des casse-clubs brésiliens, la capacité de la PNH à garantir la sécurité dans le pays, le projet de réhabilitation de l'armée et la gestion du président Jovenel Moïse au pouvoir. Notre troisième invité, l'ambassadeur du Brésil en Haïti, Fernando Vidal, qui sera interrogé sur le départ des soldats brésiliens, la coopération haïtiano-brésilienne, la diaspora haïtienne au Brésil et le prochain match entre Haïti et les anciennes gloires de la sélection brésilienne de football au stade Silvio Cator. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Pi bon Mac, pi bon prix, depuis ça ouvre ses outils. Pi bon choix matériel pour électricité, finition et plomberie. Pi bon service, pi bon accueil pour tout le monde cap construit. Architecte, ingénieur, compte mettre boss, designer ou soit mettre caille. Éco de bourguin, tout son besoin pour construire j'ai caillou normal. Petits outils, gros outils, bons outils. Bon ma qualité supérieure, bon prix. Si ranger vos constructions, belle finition. Éco dépôt pour job la bien faite, pour caille. Éco-dépôt, c'est joindre la technique à l'agréable. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Notre premier invité aujourd'hui, l'ingénieur Claude Prepty. On va parler de ce séisme enregistré hier en Haïti. Donc, on va dire que c'était la panique. Ingénieur Prepty, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Bonsoir Rothschild et bonsoir à tout auditeur et auditrice de RFM. C'est un plaisir encore pour moi pour nous faire interview ça sur ce coup qui fait hier là. Effectivement, ingénieur Claude Prepty m'a dit que vraiment c'était la panique hier et hier après-midi lorsque ce coup tellurique ça est enregistré. J'en dis c'est que bon, pas jamais connaît qui l'a privé, mais hier nous a dit que c'était un peu la panique parce que le ressenti un peu partout, notamment dans les régions de l'Ouest. Il y a des gens qui disent la Tibonite, tout senti le tout. Donc parlez un petit peu. Bon, c'était une panique effectivement, bien que moi-même personnellement me batte sentir. Mais c'est un séisme quand même qui est assez léger. Bon, provoquer panique. C'est quelques secondes que le durer, donc c'est encore traumatisme de janvier avec l'entête monde. Pour moi-même, pas grand rien de drôle, ça qui passe là, rien d'alarmant, parce que c'est tout à fait normal. Nous devons dire que nous vivons dans une zone à risque sismique. Donc, ça a été toujours fait. Petit secousse, ça a été toujours fait depuis très longtemps. Bon, comme nous avons des moyens de communication beaucoup plus sophistiqués, nous avons des réseaux de surveillance locales, régionales, internationales. Donc, information, là, l'État contraint de poudre. Une fois que nous avons ressenti, donc tout le monde focalisé sur ce sujet. Mais pour moi-même, pas grand rien d'alarmant, pas grand rien qui drôle. Bon, ça m'avait dit que nous avons un gros tremblement de terre. Alors, il y a un point quand même qui attire l'attention de tout le monde parce que je t'ai toujours dit que le plateau central, en général, c'est une zone qui est sécuritaire en ce qui concerne le tremblement de terre et donc c'est une zone, pas de problème, on doit construire là et sans grande difficulté. Et là, lorsque nous voyons que tout le monde apparaît dans les données que USGS voyait, donc c'est inquiétant. Est-ce que nous avons dit que son nouvelle donne, ingénieur Claude Prepty? Bon, même toujours mettre un bémol l'information ça parce qu'effectivement nous avons des failles majeures qui sont connues. Failles majeures c'est failles qui sont dans le nord. Donc il y a 3 départements qui menacés par failles ça, c'est le nord-ouest, le nord et le nord-est. Il y a une faille qui traverse toute presque l'île du sud là, côté il y a des départements de la Grand'Anse, du sud, des Nip, du sud-est et même l'ouest qui sont concernés par cette faille majeure. Une troisième faille mais qui est moins dangereuse que ces deux failles, c'est la faille Muertos-Neiba qui traverse pratiquement toute chaîne des Mateurs au niveau toute côte des Arcadiens montée. Donc c'est 3 failles, 3 systèmes de failles majeures qui sont connus.
Mais dans le plateau central, on dit que entre le nord et le sud, il y a à peu près 250 à 300 km. Donc, si on a un gros tremblement de terre dans le nord, là, prend très peu de temps pour traverser toute l'île net. Donc, effectivement, il dit que le plateau central et l'Artibonite sont moins à risque pour deux raisons majeures. Première raison, c'est que, du point de vue de la sismicité historique, par exemple, il y a un gros tremblement de terre côté que l'épicentre situé dans le département du Centre. En 1911, il y a un tremblement de terre qui a détruit la ville de Hinche, mais ce tremblement de terre côté que l'épicentre est situé à San Juan de la Maguana, c'est la République dominicaine. Donc, l'effet a été ressenti au niveau de Cercle à la Source, de Hinche, et il y a des cailles qui étaient écrasées. Donc, ce n'est pas en Haïti que le tremblement de terre a fait. Et deuxièmement, tout spécialiste n'a pas jamais identifié une faille majeure qui traversait tout le plateau central là pour dire que faille ça, il y a une activité capable de gros tremblement de terre. Donc, pour toutes raisons, ça a toujours dit que le nord a haut risque, le sud a haut risque, mais zone qui est beaucoup plus calme, c'est le plateau central. Alors là, on a parlé de Thomonde, 11 km au sud-ouest de Thomonde, tu as identifié épicentre là, et Thomonde quand même dans une position stratégique dans le département ça. Maintenant, si ce coup-ci là, bien que léger, il est assez révélatrice parce que nous n'avons pas jamais enregistré un épicentre dans la zone ça. Information dit qu'il y a à peu près à 11 km au sud-ouest de Thomonde, et l'on localise l'épicentre ça, où est que l'on prend la ville de Cange, l'on prend route de plateau central là, et bien sur une ligne horizontale, il y a à peu près à 6-7 km de Cange, à l'ouest de Cange, et il tombe exactement à peu près à 5 km du lac Péligue. Donc, là, il y a 11 km de Thomonde, ben, c'est pas Thomonde que c'est à 11 km en bas Thomonde, c'est le lac Péligue, là. Donc, ça doit attirer l'attention, non, parce que quand même, à 5 km du lac de Péligue, nous connaissons que sous lac ça, il y a une centrale hydroélectrique qui est très importante pour génération, pour courant électrique en Haïti. C'est une centrale qui a une capacité moyenne actuellement de 45 MW, qui a courant en Haïti, qui est très utile. Maintenant, il aurait suffi que le tremblement de terre soit à magnitude 7. Donc, à 5-6 km de centrale là, centrale tape secouée sérieusement, et c'est une centrale qui est faite dans les années 50, donc il y a plus qu'un demi-siècle. Donc, est-ce qu'elle est capable de résister à ce coup-là? Mais espérez que oui, son centrale en béton armé que lié. Maintenant, est-ce que ça est capable de provoquer des brèches, attaquer les structures-là? Peut-être. Et s'il y a des brèches au niveau de ce barrage, ça veut dire que de l'eau n'est pas capable de créer encore. Et tout le volume de l'eau que le barrage ça a Kembéa, eh bien, il va le passer, puis il va inonder toute ville qui est en aval, toute l'Artibonite, toute pleine Artibonite là. Donc, il va avoir deux conséquences assez sérieuses. Premièrement, ça va stopper l'énergie électrique qui est distribuée par centrale là. Nous déjà avons des problèmes sérieux d'énergie. Deuxièmement, ça va inonder toute zone en bas, toute vallée de l'Artibonite là. Donc, c'est un autre problème encore qui va le poser. Bon, je pense que ce coup ça est très important. Il faut qu'il attire l'attention. Nous, on a continué à faire suivi pour nous signer l'autre secousse qu'on n'a pas enregistré encore dans la zone là. Pour nous connaître si il y a une faille qui est active, capable d'accumuler l'énergie dans la zone. Et si vraiment ça t'arrive que y a une faille, il y a une possibilité, ça va dépendre tout de la longueur faille là. Parce que pour ta magnitude 7, il faut avoir une faille qui a une longueur au moins de 30 km. Donc, quelle longueur faille ça qui gagne? Si c'est 5 km, 10 km, il ne peut jamais aller au-delà de 4, au-delà de 5. Donc, ce n'est pas une zone dangereuse reliée. Donc, c'est l'étude seule qui est capable de dire non. Quelle longueur faille là, qui degré d'activité, qui quantité d'énergie capable d'accumuler là-dedans, est-ce que c'est dangereuse vraiment pour la zone là, et particulièrement pour la centrale hydroélectrique. Maintenant, qui côté, dans quelle direction que le fait? Est-ce que faille ça a passé en bas centrale là tout? Ou pas qu'on est? Donc, si vraiment nous avons des universités qui ont fait des recherches sérieuses sur un sujet de recherche que lié, pour nous faire une thèse sur ce sujet ça, pour essayer de porter des solutions, venir avec des informations pour dire est-ce que vraiment on faille active dans la zone là, parce que nous avons une infrastructure extrêmement importante pour nous protéger. Et si ça t'arrive que faille là, active, il est capable de mettre en danger centrale là, donc il faut gouverner, c'est prévoir. Il faut que automatiquement il prenne des dispositions pour que tu renforce ces barrages là pour éviter le pire à l'avenir. Donc, c'est assez préoccupant ça qui passe hier là, parce que, je répète encore, selon toute information, donc plateau central, pas de problème, etc. Et là, nous, on a parlé de Thomonde, qui centrale hydroélectrique de Péligre. Donc, c'est assez préoccupant. Il est assez préoccupant pour le monde qui est dans le domaine là, parce que le commun des mortels, son petit panique, tout le monde a dit oui, il y a un secours qui fait hier. Mais l'on prend information ou analyse, ou mettre dans le contexte, ou enjeu, et puis il y a des paramètres qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, ça devient beaucoup plus préoccupant pour les responsables qui disent que ce n'est pas un simple secours lié.
Donc, si effectivement, zone révélée que le faille active et que il est capable de passer de 4.3 à 7 ou là, donc ça est capable de des impacts négatifs sur route là d'abord et ensuite sur centrale hydroélectrique qui est extrêmement important comme infrastructure électrique pour Haïti. Alors, Claude Prepti, qui est capable de faire, je dis justement en termes de recherche, est-ce que nous avons capacité ça en Haïti pour effectuer des recherches? Et puis, est-ce que le pas bon tour pour quand même, peut-être que le ministère TPDC, à l'ouest, ça passé au niveau de centrale là, après cette secousse? Bon, il y a encore trop tôt pour que je ne crois que ce secousse-là affecte les centrales là. Bon, ça, c'est hypothèse PAM à partir de localisation épicentre là. Mais quand même, il n'est pas inutile pour que tu aies des spécialistes qui font analyse de centrale là pour est-ce que il y a des faiblesses là-dedans, est-ce que du point de vue parasismique, centrale là, est solide, il est capable de supporter au magnitude 7. Donc, c'est quand même son étude qui doit être faite. Maintenant, ça doit être fait encore. Est-ce que nous avons une capacité pour nous faire étude d'identification de failles en Haïti? Non, nous n'avons pas gagné, nous n'avons pas une spécialité ça. L'université nous n'a pas vraiment préparé pour faire ce genre d'études, mais nous sommes capables, comme entité étudiée, même que nous faisons déjà pour la Grandance et d'autres zones, nous pas le faire pour le département du Nord-Ouest avec le PNUD. Il y a des experts qui sont capables de venir, donc ils sont capables de nous assistance pour nous identifier les failles. Et maintenant, c'est même pas là qui arrive pour un cerveau. Parce que l'on prend un cerveau, on n'a pas de petits secousses qu'a fait depuis 2 ans. Mais jusqu'à présent, pour identifier ce sismique là, est-ce que c'est un lambert que lié, est-ce que c'est sur terre que lié, dépendamment si le lambert est capable de tsunami, si c'est sous terre, donc pas de tsunami. Donc c'est très important pour nous identifier ce sismique là, pour nous capable de faire des mesures de prévention et de prévision. Donc tout ça encore, c'est des études qui sont très techniques en amont. Parce qu'en aval, on a plus porter secours, préparer la réponse là, mais l'on vient à la réponse là, des gars qui ont fait. Donc, il vaut mieux que nous gardions des problèmes en amont, identifier-les, ou identifier qui côté que le problème là est, et puis, ou capable de cibler la réponse là à partir de l'identification sous-sismique là. Alors, juste avant de continuer à parler de un cerveau, donc, ça qui passe plateau central samedi, hein, donc, montrer nécessité pour Mounio vraiment faire attention à la construction. Bon, le tremblement de terre, ça actué, c'est caillou qui tombe sur Mounio. Donc, première solution, c'est au niveau du bâti. Donc, c'est construction. Donc, si construction n'est pas bon, il est mal faite. Mounio a dormi dans des cailles qui sont mal faites, qui ne sont pas construites suivant des normes conventionnelles, il n'est pas renforcé. Donc, il y a l'école, avec entrée scolaire, là, Timounio, c'est dans le lycée, c'est double vacation. Donc, toute la journée, il y a Timoun dans le lycée. Ça, donc, si tout le monde est fait au cours de la journée, c'est sûr que y a une vacation qui prend là quand même. Donc, il faut que nous assurions que le bâtiment qui héberge Timounio, bien l'hôpital qui recevoir les malades, le bâtiment public, même les bâtiments résidentiels, il faut que nous assurions qu'ils sont en très bon état. Bon, c'est la première solution. Et deuxième solution, c'est au niveau de l'éducation, du comportement adopté avant, pendant et après. Donc, tout ça, c'est son chaîne que lié. Identification des sources sismiques, l'on fait une compte qui côté curé, ensuite il faut regarder au niveau du bâti et toute bagage ça c'est l'autorité locale qui prend approprier pour prendre des mesures parce que sans des mesures on ne peut pas réduire la vulnérabilité. C'est beau d'identifier les failles sismiques, c'est beau de faire un bulletin sismique pour dire que les zones sont menacées, c'est beau de faire des exercices de simulation, mais si pas des mesures concrètes pour agir sous paramètres qui sont capables de conduire à des dégâts au niveau du bâti, au niveau du comportement. Donc, si pas des mesures qui prend, eh bien, on a toujours des pertes en vie humaine et de dégâts matériels extrêmement importants. Alors, concernant un cerveau, donc répétition de petites secousses, ça traduit quoi, et Claude Prepti? Bon, ça traduit inquiétude non pour zones qui sont une zone à haut risque sismique parce que les mêmes, contrairement au plateau central, sont zones où il y a un passé sismique qui est très important. Parce que la zone a été détruite déjà en 1952. Donc, après près de 65 ans d'accalmie, donc activité recommence encore. Donc, c'est quand même inquiétant. Et en 3 mois, nous avons enregistré plus d'une 40aine de secours sismiques. Donc, une activité qui est vraiment intense, qui a commencé. Ça traduit quoi? Est-ce que c'est une libération d'énergie purement et simplement? Donc, ça a diminué la quantité d'énergie que l'on sol là. Bon, ce serait une très bonne chose. Mais est-ce que ça veut dire tout que quantité d'énergie a tellement en pile, donc nous presque atteignons un seuil de rupture? On ne sait pas, on ne peut pas le dire. Donc, il faut que nous fassions très attention, puisqu'il y a attiré l'attention. Parce que c'est même gens qui sont malades.
toujours des signaux qui disent attention, ou un petit problème, ou on tête fait mal là, ou on va côté fait mal, et puis devant, on va avoir un gros problème. Là. Donc, toujours des signaux qui baillent, qui disent que attention, on zone là, des klaxonnés. Et donc, c'est nous-mêmes pour qui ouvert les yeux, nous, pour nous dire que, bon, puisque il y a des signaux là, donc il faut que nous, quand même, prenions des mesures. Donc, dès demain, nous avons une réunion avec les députés de zone là. On a invité Semana, puisque si Faya n'a passé dans la mer, capable de tsunami. Donc, avec l'autorité, on a chita, avec la Croix-Rouge, pour nous, qui programme qu'on est capable de mettre sur pied, pour nous essayer, à l'avenir, réduire la vulnérabilité dans la zone. Donc, nous n'avons pas idée de faille au niveau de l'Anzavo. Jusqu'à présent, non, parce que si c'est dans la mer que l'île, c'est très difficile pour identifier l'île. Il faut avoir des bateaux, il faut avoir des mesures de géophysique extrêmement coûteux, et nous n'avons pas de technologie ça pour nous faire. Maintenant, si c'est sur terre que l'île, bon, il y a possibilité pour identifier l'île, moyennant certaines techniques d'imagerie satellitaire qui demandent encore aux spécialisations. Donc, on a fait des recherches, on a mobilisé tous les techniciens, tous les scientifiques qui sont question pour nous être capables de gagner le plus de précision possible sur la situation sismique de la ville d'Anzavo. Alors, Michel Claude Prepti, ça passe plateau central là, au niveau de la région métropolitaine, il y a ressenti le tout. Oui, parce que côté que, même si c'est très léger, mais onde sismique là, les propagés, ils ont un rayon d'influence. Hein. Maintenant, leur onde sismique, ça a rencontré des sols mous, eh bien, onde là vient amplifier. Pas oublier que le plateau central, ce sont une zone qui est très sédimentaire, ce sont des zones argileuses, donc c'est des sols mous qui la donnent. Donc, ce n'est pas étonnant que au senti dans tout le plateau central là, même s'il est léger, mais il y a une amplification d'onde sismique. Et là, il vient dans Port-au-Prince tout. Port-au-Prince, c'est des sols mous qui gagnent. Là, on prend toute agglomération de Port-au-Prince, nous, ça qui est arrivé 12 janvier, même si l'épicentre est à 25 km de Port-au-Prince, il fait un pile d'égal en Port-au-Prince parce que le type de sol que nous gagnons en bas de la ville Port-au-Prince là, c'est des sols mous qui peuvent amplifier l'onde sismique là. Donc, ce n'est pas amplification de l'onde sismique, même si ce secousse là est très léger, donc ça fait que le monde ressentit et le paniquer dans la zone Port-au-Prince. Donc, c'est une question d'effet de site à partir des sols que on a traversés. Alors, nous connaissons que l'autre faille que nous continuons à chercher en Haïti, il y a des failles au niveau de la grandeur que nous pouvons maîtriser. Bon, il y a une cartographie multirisque qui est faite par le PNUD au niveau du département de la Grandance sur 12 communes. Il y a 6 communes qui sont faites. Donc, il a identifié pas mal de failles en dehors de failles principales qui passaient en bas de Tiburon. Donc, au-dessus de Tiburon jusqu'à Jérémie, il y a des failles qui sont identifiées avec des longueurs suffisantes capables de générer des séismes de magnitude 6. Il y a un tout dans la mer au nord de Jérémie. Il y a des failles dans la mer qui ont de très grandes longueurs qui sont capables de générer des séismes de magnitude 7. Donc, c'est des informations que nous ne connaissons pas. Parce que il y a une carte qui est sortie après 12 janvier qui montrait les zones à haut risque sismique en Haïti. C'est uniquement zone côté que faille majeure passée, ils mettent en rouge. L'autre côté, ils mettent en marron comme des zones moyennement à risque. Mais avec information que nous gagnons sur la grandeur, qui montre que faille passée, donc qui était en marron, la carte là. Donc il faut que la carte là actualisée pour mettre toutes les zones en rouge. Donc les vignes rouges. Et il y a une étude qui va commencer au niveau du département du Nord-Ouest. Pendant 2 ans, donc c'est sûr qu'on va identifier d'autres types de failles. Dans le nord, c'est plus failles dans la mer que vous connaissez, mais il y a une étude de microzonage qui fait au Cap Haïtien qui montrait qu'il y a des failles qui passaient sur terre tout. Maintenant, quel degré d'activité faille ça, nous pouvons connaître. De même que si on fait une étude multirisque au niveau du plateau central, peut-être que l'étude ça pourra révéler que le plateau central est traversé par des failles majeures et que failles ça a une activité sismique, il est capable de bailler des tremblements de terre tout. Peut-être que pas aussi actif que faille nord là ou bien faille sud là, mais finalement même penser que toute l'île, et du côté haïtien et du côté de la République dominicaine, c'est une île à haut risque sismique qui est traversée par des failles. L'on prend Jamaïque, l'on prend Porto Rico, c'est toute la journée que Porto Rico a secoué. L'on prend les petites Antilles au niveau de la Martinique, de la Guadeloupe. Tout pays, ça fait partie de la plaque caribéenne qui a bougé, qui est très active. Donc, tout pays qui sous type plaque ça, qui a bougé en vitesse de 2 cm par an, qui a entré en collision avec la plaque nord-américaine, et plaque ça a glissé au niveau des petites Antilles en vitesse de 2 cm par an tout. Donc, une sorte de convergence, l'une a rencontré avec l'autre. Donc, frottement ça a provoqué des cassures, des failles, qui très néfaste pour toutes les îles qui sont sur la plaque caribéenne. Donc nous sommes tous sur le même bateau, tout le monde a fait effort pour identifier qui zone qui est beaucoup plus à risque. Et surtout, il y a prendre des mesures au niveau de la construction et au niveau de l'éducation pour que limiter des dégâts, parce que nous voyons qu'en 35 secondes, qui sait qu'un tremblement de terre de magnitude 7 capable de faire dans le pays.
Et c'est même pour la région de l'Ouest, le tremblement de terre 12 janvier 2010 est passé, et donc il était passé ces failles que tout le monde connaît, alors que c'est une faille que nous n'avons pas identifiée du tout dans la zone de l'Éouen. Ce qui veut dire que l'énergie qui t'a pas accumulé toutes données que nous avons avant 2010 là, qui te dit que faille est capable de faire tremblement de terre de magnitude 7. Après 12 janvier, nous refait même mesure là encore pendant 5 ans, entre 2010 et 2015, qui montrait que données ça toujours là. Et que l'énergie n'a pas accumulé. Donc, tremblement de terre que n'a pas atteint sous faille, ça n'a pas fait. Maintenant, si le 12 janvier, épicentre est à 25 km de Port-au-Prince du côté de Grissier, mais maintenant prochain, qui côté que l'épicentre là situé, est-ce que là beaucoup plus proche de la capitale? Est-ce que là dans zone Pétionville? Est-ce que là dans zone la plaine du cul-de-sac? Personne n'est pas capable de connaître. Donc, donner ça, information ça, il faut que nous prenions très au sérieux parce que tremblement de terre parle en jouant avec le monde. Alors, pour le dernier tremblement de terre qui était frappé Port-au-Prince, qui est épicentre là, et pas 2010, non, avant? Bon, il remontait à 1770. Donc ça fait quand même longtemps, mais à l'époque, on n'a pas de appareil pour être localisé avec précision qui côté que l'épicentre était situé. C'est à partir de dégâts qui fait et puis au bail intensité à son échelle qu'on utilise à partir des observations macrosismiques. Donc il dit que c'est peut-être la zone Port-au-Prince que le défaite. Bon, en 1701, tout est gagné, il dit qu'il était fait dans la zone Léogane. Mais tout ça, c'est des hypothèses parce qu'à l'époque, pas de gain appareil pour te localiser avec précision, coordonnées épicentre là. Mais qu'on y a là, nous avons un réseau mondial, nous avons un réseau régional, donc il y a une possibilité pour nous faire une sismicité instrumentale, localiser l'épicentre là et puis avoir information précise sur ce qui a passé à travers le monde. Alors, en termes de surveillance sismique, Claude Prepti, comment la situation est présentée? Nous connaissons parfois qu'on a des appareils, problèmes d'Internet, etc. Comment est la situation aujourd'hui? Bon, avant que je parle de situation réseau sismique, là, quand mise au point de toujours faire, c'est toujours important pour me faire. Parce que matin, suite à tremblement de terre qui passe là, il y a deux personnes qui me croisent qui disent ah, tremblement de terre, nous pas annoncé. C'est comme si que vendredi ou bien jeudi dans la semaine, je devais prendre un micro pour me dire attention, par contre, tremblement de terre qui a fait samedi à 4h15 l'après-midi du côté du plateau central. C'est pas un cyclone? C'est pas un cyclone. Ensuite, pas aucun pays au monde, côté que aux scientifiques, mais un réseau de surveillance capable de dire que prend le tremblement de terre tel jour et tel heure, on côté. C'est pas un réseau de surveillance sismique. Hein. Encore une fois, je vais répéter, un réseau de surveillance sismique, c'est un réseau qui gagne des appareils qui placent un peu partout sur l'ensemble du territoire national, qui émettent soit par satellite, soit par Internet, vers un centre de données, qui enregistre ce coup sur l'heure fait. Si l'heure fin fait qu'on y a là, il faut que le technicien fasse calcul, magnitude, épicentre et profondeur et nous sortions un bulletin d'information. Il y a des gens qui les moins la fête aux environs de 4h15, 4h16. Je dis, qui côté que l'épicentre est situé? Mais ce n'est pas possible. Il faut quand même technicien temps pour identifier qui station qui a enregistré ce course-là, et puis qu'on calcule pour le faire, au moins 30 minutes. Et ça fait que l'on voit que c'est peut-être après 30 minutes que URGS poste l'information. Donc c'est temps que tu apprends pour faire le calcul là. Et nous-mêmes en Haïti, ça fait un samedi après-midi, pas de bureau. Donc nous avons surveillance 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc à cette heure-là, c'est sûr que pas de courant dans le bureau, pas de monde à donner. Donc il faut obligé d'attendre juste lundi matin pour mal faire dépouillement pour me faire l'information. Donc comme réseau mondial, yo là, réseau régional, donc on est branché, m'a suivi en direct. Donc une fois que le posté, donc nous avons la possibilité de sortir l'information pour nous confirmer. Parce qu'on dit n'importe quoi aussi sur les réseaux sociaux. Nous tiens à ce que nous confirmions, parce que nous avons fait un pile des informations. Donc nous là pour nous dire qu'effectivement c'est vrai. Ensuite nous implémenter, nous agrémenter, nous avons l'autre information, tant qu'information que nous avons là par rapport à la centrale hydroélectrique. Là. Maintenant, ce réseau, bon, il y a un pile de bonnes perspectives pour l'année 2018. Et hier, par contre, c'était au courant, nous avons signé un protocole d'accord avec Access Haïti, qui a banni Internet pendant 1 an. Donc, c'est une très bonne chose. Donc, peut-être charger ça à sortir pour nous. Maintenant, nous avons des appareils qui en panne, parce qu'il ne faut pas oublier que les appareils sont installés après 2010. Donc, ça fait prendre même 7 ans. Donc, ils ont commencé à souffler, il y a des pièces de rechange. On n'a pas dit vraiment un budget pour nous faire le réseau à fonctionner. Bon, les bonnes nouvelles, c'est que maintenant, la communauté internationale, à travers le PNUD, décide d'accompagner nous. Donc, toute pièce de rechange, nous ne sommes pas le commander. Donc, nous pourrons mettre tout appareil à l'état neuf. Et ensuite, au niveau du trésor public,
Et ce budget 2017-2018, donc, il a alloué nous un certain montant pour l'entretien du réseau sismique. Donc, donc ça c'est finance qui mettait le pour nous, et Chambre députée a voté tel quel, donc le Sénat, donc si on pas retirer lui, donc montant ça permettre que pendant l'année 2018, nous avons des provisions nécessaires pour nous capable intervenir au niveau de la maintenance de ce réseau. Donc comme c'est sous budget de fonctionnement que lié, donc chaque année qu'on a gagné, donc là encore sur notre tête chargée qui sortit sur nous, mais parfois tout gain des investissements qu'on doit faire qui aller au-delà du budget de fonctionnement, il faut que c'est un apport particulier pour qu'il y ait pour acheter soit appareil ou bien pour de grandes réparations. Donc, nous avons de très bonnes perspectives et nous pensons que le réseau qui est vraiment en balbutiement, c'est son petit monde que nous avons fait grandir. Donc, n'a pas comparé lui. Et puis, le monde décide d'accompagner. Le secteur privé voulait accompagner lui. Le secteur public là voulait accompagner lui. Donc, nous pensons qu'à l'avenir, il y a de très bonnes perspectives pour que, comme la République dominicaine, Porto Rico, Jamaïque, tout le monde qui a un réseau qui bail service à la population, et bien nous avons un réseau qui est fiable, qui non seulement rend service à la population haïtienne, mais au niveau régional, parce que station panneau tout, ils capté le tout en République dominicaine, ils capté au Jamaïque, ils capté à Cuba. Donc c'est un apport que lié au niveau de la région pour nous capables mieux étudier sismicité régionale. Donc il y a de très bonnes perspectives pour nous commencer à comprendre l'enjeu, l'importance sur le réseau de surveillance, et nous commencer à joindre les moyens qu'il faut pour faire fonctionner à plein rendement ce réseau. Merci beaucoup, ingénieur Claude Prepti, du fait que tu parlé avec nous aujourd'hui de dossier Séisma qui est enregistré samedi, qui a créé panique. Et je dis encore une fois, c'est pareil pour nous pareil. C'est pareil pour nous pareil. Et pour nous pareil, il faut que nous fassions prévision parce que c'est pas un qui rentre vraiment dans la mentalité. Nous faisons prévision, faisons prévention. C'est la mentalité pompière que nous gagnons. C'est le bas, la fin de fête, dégâts faits et puis nous avons essayé maintenant de sauver les meubles. Il est trop tard de ça. Donc, il faut que nous entrions en préparation, en prévision. Donc, c'est pareil pour nous pareil pour que le dégât fait, le phénomène a manifesté, eh bien, nous enregistrons moins de dégâts possibles. Encore une fois, merci beaucoup, ingénieur Claude Prepti. C'était un plaisir de participer à cette émission. À la prochaine. Alors, comme annoncé, le colonel Himmler Rébu est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On va faire le point sur la situation globale aujourd'hui dans le pays. Monsieur Rébu, bonsoir. Bonsoir, Ochil. Merci pour l'invitation. Je salue les auditrices et les auditeurs de la station. Alors, monsieur Rébu, on va commencer tout d'abord avec le dossier de l'armée. Donc, cette semaine, les casques bleus brésiliens, donc, ils laissent le pays. Donc, après 13 ans, vous-même, comme ancien militaire, comme acteur politique, quel bilan vous pouvez tirer de la présence de ces casques bleus brésiliens dans le pays? En tout cas, lors de cette cérémonie qui s'est déroulée jeudi soir au camp qui se trouve sur la route de Tabar, les Brésiliens se sont décernés pratiquement un satisfecit concernant leur mission en Haïti. Bon, ils ont très largement contribué à la stabilisation politique en Haïti. Dans la réalité, c'était ça leur mission. Il se trouve que parallèlement, du côté haïtien, on n'a jamais pris conscience que cette mission ne pouvait pas être éternelle et que des solutions de substitut à leur présence devraient être étudiées et appliquées. Donc, il n'y a jamais eu une bonne concentration au niveau des dirigeants haïtiens sur la question et on a connu des pulsions dans le sens pour ou dans le sens contre. On a connu les pulsions des pouvoirs lavalassiens contre l'institution militaire en tant que telle. Et on a aussi connu les pulsions des en fait, ceux-là qui étaient des pro-militaristes, la pulsion de vouloir remettre l'armée sur place, mais sans savoir vraiment comment le faire. Et il se trouve que... entre ces deux entités-là, il y a toujours eu l'ombre de l'histoire et de la peur. Une histoire d'ailleurs mal maîtrisée. Parce qu'en Haïti, nous arrivons très rapidement à des conclusions sur des sujets que nous ne maîtrisons pas. Et nous prenons nos conclusions pour des faits. Et assez souvent, nous agissons avec ces conclusions-là comme si elles étaient des faits. Et assez souvent, nous arrivons en bout de tunnel sans aucune solution. Ou bien parce que nous avions mal calculé, ou bien nous n'avions rien calculé du tout, ou bien tout simplement nous avons justement mis en avant nos pulsions. C'est à ce point-là qu'on en est. On a connu les tentatives du président Martelly, en fait, dans l'expression d'un certain désir de remettre l'armée en place.
on a connu ces mêmes pulsions, moi je les appelle des pulsions, dès la mise en place du gouvernement du président Jovenel Moïse. Ça ne nous met que dans des atermoiements. Par contre, le problème réel reste là et avec ses conséquences. Au niveau latino-américain, il a toujours été analysé comme étant une anomalie que des forces latino-américaines soient dans un pays tel qu'Haïti, au regard de l'histoire, en armes. Qu'il y ait des latino-américains en armes en Haïti, pour eux, c'est presque un sacrilège. Et assez souvent, les gouvernements et les parlements de ces pays-là, connaissant bien l'histoire d'Haïti, et se rappelant aussi tout ce qu'ils doivent à Haïti en tant que nation libératrice, ont toujours trouvé que c'est une anomalie qu'ils soient dans des forces militaires, entre guillemets, sous une forme d'occupation déguisée. Ils ont toujours trouvé que c'était une anomalie. Donc, nous autres, nous n'avons pas cette dimension de l'histoire et des réalités. Nous n'avons rien fait pendant 13 ans. Et nous sommes en passe de demander à la police nationale de remplir des fonctions pour lesquelles elle n'est pas préparée. Si d'ailleurs on tient compte des difficultés auxquelles l'institution policière est confrontée par rapport au déficit des moyens que l'institution devrait avoir pour se développer et pour faire son travail de police, qui est extrêmement lourd vu le nombre d'hommes qu'ils ont dans les rangs et vu la quantité de missions qui leur sont attribuées. Maintenant, se charger des missions qui seraient des missions de défense, mettant en cause les données liées à la diplomatie, les données liées au contrôle des frontières, les données liées au contrôle des biens et des personnes sur les lignes frontierales. Donc, ce sont des tâches pour lesquelles la police nationale n'a pas été préparée. Maintenant, j'ai entendu dernièrement, à travers la presse, qu'il semblerait que l'on est en train de préparer une force au niveau de la police nationale pour s'occuper des questions des frontières. S'ils le font, je pense que ça va être encore une autre déviance, ou bien ça va demander un temps de préparation. Je ne connais pas tous les éléments du dossier, mais cela veut dire que les responsables voient venir un problème et cherchent des solutions, mais dans leur réalité ne peuvent avoir que des palliatifs. Alors, est-ce que vous pensez, Blair Rébu, que la police nationale est prête à garantir la sécurité sur toute l'étendue du territoire national après le départ des forces onusiennes à la mi-octobre? La police nationale d'Haïti a la capacité de faire le travail technique pour lequel elle existe. Mais lui demander beaucoup plus, de toute façon, je ne vois pas à quelle autre institution on pourrait faire appel pour les problèmes liés à la sécurité. Mais justement, il y a cette réalité que la sécurité nationale n'est pas conçue, n'est pas planifiée, n'est pas organisée. Et je t'assure, Othil, que les moyens qui existent en Haïti, tant sur le plan social, sur le plan économique que sur le plan politique, si ces moyens-là avaient été utilisés de manière rationnelle, on aurait eu beaucoup de petits résultats. Est-ce qu'on peut dire que la police nationale a ses limites? Non, mais elle est une institution qui a sa formation et l'espace d'application de ses connaissances et de ses pouvoirs. On ne peut pas lui demander de faire, par exemple, le travail de la sécurité des frontières. C'est ce qu'elle va faire. Elle n'est pas formée pour ça. Elle n'est pas formée pour ça. Elle est la seule force pour le moment. Si elle fait le mal. C'est certain. Et on a eu beaucoup de cas. Prenons les cas qu'on a connus, par exemple, dans la zone de Belader. Quand on envoie des policiers pour tenter de sécuriser la frontière, pour empêcher que certains trafiquants donnent le libre beaucoup à des activités de contrebande. Mais dans la grande majorité des cas, qu'est-ce qui arrive? Quand les contrebandiers arrivent avec des armes lourdes et se mettent à tirer dans toutes les directions, la police nationale n'est pas entraînée pour ce genre de situation. Alors, donc, minutes après aller, et presque plus fort militaire comme un sécurité paysan,
et la police nationale. Donc, c'est les mêmes seules forces que nous gagnons pour capable garantir la sécurité dans le pays. Justement, est-ce que, que la police nationale est en mesure, jeudi, pour garantir la sécurité sur toute l'étendue du territoire national? On a parlé de toute sécurité en général. La fait ça le cap fait. Parce que moi, je dis, moyen, si vous quittez la police nationale, fait ça le qu'on fait, ça métier là, ça travail là, li capable faire. Si vous bal moyen pour le faire. Maintenant, mettez sous doule des tâches que le pas préparé pour lui. Par exemple, il y a une partie du système de renseignement de l'État qui relevait de la compétence de la police nationale. Mais est-ce que la police nationale fait le renseignement politique? Il n'est pas capable de prendre chance à le mettre la police nationale à gérer le renseignement politique. Est-ce que la police nationale travaille sur le renseignement stratégique? Est-ce que la police nationale a moun dans tout consulat et ambassade que nous avons à l'étranger? Ça, c'est ce qui relève de la sécurité de l'État, du système de renseignement de l'État. Maintenant, on aurait dû avoir un point focal d'accumulation de tous ces renseignements et la redistribution de ces renseignements aux diverses forces d'intervention. Nous n'en avons qu'une aujourd'hui, c'est la police nationale. Or, justement, ce n'est pas comme ça que la sécurité d'un pays est organisée. Maintenant, la police nationale va faire ce qu'elle peut. Et bon côté la privée, dans beaucoup de missions, elle a craqué. Et elle a obligé de relever pour aller dans d'autres missions encore. Et d'autant qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que les moyens dont dispose la police nationale permettent d'assurer la sécurité propre, peut-être pas. Et nous remarquons à un certain moment, nous avons pris le cas côté policier, il a mouru tout le temps. OK? Mais qui investigation d'État qui mène sur ça? Parce que moun cap abattre policier, c'est pas au hasard lever la abattre un policier, c'est un message que le veut voir by population pour faire comprendre que moun ça ou dit cap bonne sécurité pas cap c'est peut-être pas la sécurité. Donc c'est un problème d'État. Est-ce que ce problème a été approché, a été sanctionné? Non. Donc assez souvent nous subissons les phénomènes et c'est ça qui fait nous toujours revivre même phénomène. Alors est-ce que vacuum que le ministre après le créer capable de poser des problèmes pour la sécurité du pays, mais où dit si par exemple le cas dentiste matin il rache 4 dents pour foutre très certainement puis toi pas manger bien. Donc on a un problème pour manger. Donc même le gens civils fin traité ou pas craser manger agent fait parce que dans le bouche fait pour ça. C'est la même chose. On a remplacé les forces armées d'Haïti par des forces étrangères. Li mal marché pendant pile temps, mais il a assuré une mission qui était essentielle, qui était importante, c'était la mission de la stabilité politique. OK? Mais en dehors de la stabilité politique, nous avons pile l'autre facteur d'instabilité qui, par rapport à ce vide, pour le mettre en mouvement, ça c'est certain. Donc, moi je crois que dans les 6 ou 8 mois à venir, nous allons sentir les contre-coups de cette absence. Alors, en ce qui concerne le processus de réhabilitation des forces armées d'Haïti, de l'armée, et est-ce que vous pensez, vous y croyez toujours que c'est un projet qui ne va pas aboutir, Himmler Rebu? Je ne vois pas comment ce projet pourrait aboutir comme on l'a abordé. Je ne vois pas. Ça a été abordé contre toutes les règles de l'art. Et j'ai lu sur le Nouvelliste une séance qui, semble-t-il, le ministre de la Défense a eu avec les parlementaires. C'est comme si on se retrouverait dans un imbroglio. C'est comme si quelqu'un avait décidé de remettre l'armée en place, le Parlement n'était pas bien imbu du dossier, les gens assez étonnés à poser des questions. C'est les parlementaires qui auraient dû être ceux-là qui auraient donné le feu vert. Parce que pour arriver à mettre l'institution en place, il faut avoir les moyens. Qui est-ce qui va vous voter les moyens? C'est le Parlement. Comment le Parlement peut-il voter des moyens pour un dossier dont il ignore les tenants et les aboutissants? Maintenant, c'est certain que là, j'ai entendu dire une phrase extrêmement brillante qui serait prêtée au
au ministre de la Défense, il y a eu des inscriptions et pas de recrutement. Donc, on est dans la plaisanterie pure. On ne peut pas décider au niveau de l'État de faire venir des jeunes et pour leur dire ensuite, ils ne sont que des inscrits. Ils ne sont pas des recrutés. J'ai même entendu dire à travers ce reportage que les examens médicaux n'avaient pas été faits. Et moi, j'ai la conviction du contraire. J'ai la conviction du contraire que les examens médicaux avaient été faits, les gens qui étaient qualifiés avaient été identifiés et devraient passer leur test intellectuel. Donc, selon vous, ce projet de reconstitution de l'armée, comme il est monté par l'exécutif, donc c'est comme quoi, donc ça va s'écraser sur le poteau. Mais je ne vois pas, c'est un projet mort-né parce qu'on ne monte pas comme ça une armée, c'est tout simplement. Par exemple, qui est l'autorité militaire qui a donné l'autorisation à des individus de faire les inscriptions de jeunes? C'est une décision d'État. Et cette décision d'État ne peut pas... En fait, c'est la transformation d'une décision d'État. Mais cette transformation ne peut pas se faire par le ministre de l'Intérieur, qui est un citoyen civil, qui est auprès du Premier ministre et du chef de l'État pour des questions d'ordre politique et stratégique. Il faut qu'il y ait un commandant risque qui va répondre des effets positifs ou négatifs par devant le ministre de la Défense. Mais qui est-il cet individu? Nous ne le connaissons pas. Nous ne le connaissons pas. C'est pas parce que je me présente comme Himmler et Bumson qui parle en pile et sur tout sujet et puis cap dit OK, cap confier mon dossier et mettez la main sur place. Ça aurait été une plaisanterie. Il faudra selon vous refaire le logiciel, quoi. Bon, il n'y a pas de logiciel du tout. En tout cas, c'est un logiciel mouillé que vous mettez en place là, qui n'est pas capable de résultat. Et je crois qu'il y a un déficit de réflexion stratégique. Cela veut dire que mettre l'armée en place aujourd'hui en Haïti, c'est une décision qui va à l'encontre des desiderata de beaucoup de citoyens haïtiens. On doit en tenir compte. Ça va à l'encontre des desiderata de nombreux pays étrangers. Je n'ai pas dit que parce que les étrangers ne sont pas d'accord, parce que certains Haïtiens ne sont pas d'accord qu'il ne faut pas le faire. Si c'était le cas, on n'aurait pas eu les élections qui ont amené le président Jovenel Moïse au pouvoir. Dès lors que le président Prévert avait pris la décision de faire les élections, l'international avait réagi en disant qu'il fait le retrait de ses moyens. Et que même l'Union européenne avait dit, oui, nous autres, nous n'allons pas observer ces élections. Mais quand on a vu qu'effectivement, la seule solution était de réaliser les élections, le président Prévert a pris les dispositions pour que le nerf de la guerre soit assuré. On a vu les étrangers revenir et ils ont accompagné le processus. Donc cela veut dire que si nous faisons correctement ce que nous avons à faire, ce que nous devons faire, il n'y a pas de doute que les étrangers ne vont pas se croiser les bras et nous laisser faire. Je ne sais pas si tu te rappelles, à un moment je t'avais dit que les premières entités qui seraient intervenues dans la question de l'armée en Haïti seraient les États-Unis et la République dominicaine. Et on a vu qu'il y a eu un général dominicain qui même avait dit que l'armée dominicaine était prête à aider à mettre en place l'armée haïtienne. Et c'est totalement normal sur le plan stratégique. C'est grave qu'il ait pu le dire, car nous savons qu'il a le devoir de le faire. Il a le devoir de filtrer dès l'inscription les gens qui vont s'inscrire. Les États-Unis, très certainement, l'ont déjà fait. Parce que c'est nous qui prenons les choses sérieuses à la plaisanterie. Mais ces entités-là ne peuvent pas permettre que on l'armée qui brusquement fait monter là, et puis par contre les tenants et les aboutissants. Alors, comment faire pour réhabiliter aujourd'hui les forces armées d'Haïti? Parce que selon vous, ce projet n'aboutira pas. Ça ne peut pas marcher, la stratégie est mauvaise. La stratégie ne tient pas compte du passé de l'institution. La stratégie qui est mise en place ne tient pas compte de la sensibilité sociale sur la question. La stratégie qui est mise en place est une erreur technique parce qu'elle ne peut pas donner des résultats, disons, de 6 mois, de 8 mois, qui feraient qu'on assisterait à un retournement de perception. Or, ignorer la perception en politique,
c'est une faute grave. Donc, il aurait fallu mettre en place une entité qui, dès sa sortie, laisse l'impression, dans les faits, que c'est une entité de service. Donc, cette image-là amoindrirait l'image antérieure de Saouli, l'armée écrasée, sur l'armée d'oppression. On pourrait dire, n'est-ce pas qu'on pouvait faire autrement? Donc, cette image-là serait utilisée comme base de lancement d'une mobilisation nationale autour de la question militaire. Restant entendu que nous avons la conviction que si vous interrogez 100 Haïtiens, sur 100 Haïtiens, 75 vont vous dire que nous sommes d'accord que l'armée soit là, mais nous ne sommes pas d'accord qu'il y ait une armée désordonnée. Aujourd'hui, plus de 213 ans après l'indépendance haïtienne, si nous ne prenons pas le temps d'analyser pourquoi l'armée nationale a été disloquée, parce que nous avons une seule chance de mettre une armée en Haïti, qu'elle soit une armée nationale. Qu'est-ce que cela veut dire? Une entité dans laquelle le citoyen lambda se reconnaît. Une entité dans laquelle le citoyen lambda se sent en confiance et se sent protégé par cette entité et aimerait se sent partie de cette entité. Alors, Imer Ebu, concernant la situation politique aujourd'hui en Haïti, est-ce que vous pensez que ça va sur le plan politique? Très clairement que ça ne va pas. Très clairement que ça ne va pas. Par exemple, les gens qui critiquent le gouvernement, ou bien le président Jovenel Moïse lui-même, ces gens-là font ces critiques-là à partir d'une série de supposés. Il n'y a aucun dossier, il n'y a aucun élément. Moi, je ne peux pas critiquer ce gouvernement, parce que je ne connais pas ses plans. J'ai vu, par exemple, quand on a fait la distribution des feuilles de route pour chacun des ministères. Par exemple, pour le ministère de la Défense, c'est un petit peu la zone qui m'intéresse un petit peu plus, et le secteur des sports et de la jeunesse. Quand j'ai lu les documents, ce sont des documents, ce sont des feuilles de route pour plus de 25 à 30 ans de fonctionnement gouvernemental. Ce qu'on a donné, par exemple, comme feuille de route au ministère de la Défense, c'est un plan qui commencerait à donner des résultats après environ 20-25 ans de mise en application. Bon. Est-ce qu'on a été dans les papiers, on prend toutes les théories, et puis là, ça fait pas sérieux. Parce que dans la réalité, le ministre qui reçoit cette feuille de route, quand il regarde les moyens qu'il a, il est évident qu'il ne pourrait pas faire 4 pas dans cette feuille de route. Mais il se trouve que c'est ça, disons, qui serait le programme du gouvernement. Or, le programme du gouvernement qui doit être monté sur un quinquennat doit avoir des tranches d'exécution, de stratégie, d'action et d'exécution et d'évaluation aussi. Donc, comment peut-on évaluer un gouvernement dont on ne connaît pas les plans? Moi, je ne peux pas critiquer. Mais je peux dire, par exemple, moi, toutes mes critiques vont sur le plan stratégique. Partant avec une stratégie mauvaise, moi, je crois que la seule bonne idée dont j'ai entendu parler dans ce gouvernement, c'est le discours de l'arcaïe du président de la République quand il a dit qu'il allait faire les états-majors sectoriels au niveau de la nation. Mais j'ai la conviction que c'est à partir de là qu'on devrait rentrer. Par exemple, j'ai eu une expérience ministérielle. Tu as eu aussi une expérience ministérielle. Mais tout ce qui était dans ta tête, tout ce que tu croyais, tout ce que tu savais, qui, dans ce secteur-là, doit être fait, quand tu arrives, tu es face à une autre réalité et des blocages organisés. Donc, qui est un système qui, même si tu y as avec de bonnes idées, c'est presque son acte de banditisme pour t'as fait tout, même pour faire appliquer une bonne idée. Alors, comme ambiance politique, parce que je dis en Haïti, mais... Bon, moi, je suis assez inquiet. Je suis assez inquiet et je crois qu'on doit continuer à remercier Dieu pour la qualité de la culture haïtienne. Les Haïtiens qui sont un peuple, je t'invente un bel mot pour te raconter ça, un peuple résilient. Que ça veut dire que c'est un peuple qui est capable d'adapter à toute situation passée pour continuer à essayer de chercher la vie. Mais même moi, je crois que plus ou presser son bouchon, une bouteille qui a un gaz à donner, c'est plus au risque un jour, bouchon sauter, ou bien bouteille là, craser carrément. Le niveau de misère est extrêmement grave. On a, d'ailleurs, là, très bientôt la rentrée des classes.
c'est une difficulté énorme pour les parents. On a par exemple ce scandale au niveau de l'État. Depuis le monde qui a manifesté qui a 5-6 ans, il y a travail par exemple touché. C'est là encore, nous n'avons pas inventorié le problème ça. Parce que nous connaissons menti. Qui ont monde d'affaires à travailler 5-6 ans pour ne pas toucher. C'est que mon était qu'on papier non mais il y a 5-6 ans qui t'a dit que le était de mon côté. Mais dans la réalité, comment il a fait si c'est ça comme travail pour faire 5-6 ans, il va me toucher, il mourit déjà. Donc nous sommes à l'intérieur d'un système menteur et ceci, c'est l'une des conséquences des gens qui sont dans les partis politiques, leur revenant poste, ils connaissent auprès tout le monde qui des amis, ils ba lettre, ils va bien assurer que le monde n'a touché, ils ba lettre et puis les aller monde jargon lettre en mais effectivement sont représentants l'état de Bali. Et puis on est à l'été nous pas régler, nous pas résoudre ça. Donc il y a une situation économique extrêmement difficile. Il y a le gouvernement qui a fait le constat des insuffisances économiques, qui a cherché côté tout partout côté pour le cap faire taxes et impôts rentrer, ce qui est le réflexe normal d'un gouvernement parce que faut gain comme normal pour le cap faire ça pour le faire. Mais sous qui est si va prendre taxes et impôts sous monde qui pas cap manger. Or le pauvre le plus pauvre, c'est celui qui paie les taxes les plus lourdes à l'État. Par exemple, quand vous prenez le bonhomme qui ne peut pas faire à manger chez lui, qui est obligé d'acheter un arlequin, mais la nourriture que cette personne achète coûte 10 fois plus que cette même nourriture que tu manges chez toi. Donc, il y a, parce que nous avons la fiscalité indirecte, la pratique de la fiscalité indirecte en Haïti, ou entrer dans une station fait gaz. Bon, ou pas rendre compte, si vous payez gallon gasoline à $60, bagay qui l'État, koto paye pompiste à $60, bagay qui l'État, $55 voilà donne. Ou pas rendre compte, mais c'est un poids énorme, c'est-à-dire que l'État est en train de gruger les citoyens. Maintenant, est-ce que l'État a gagné l'autre moyen? Nous rentrons dans un cercle vicieux. Alors, est-ce que politiquement, ou inquiet par rapport à ce qu'a développé, oui. Que au niveau de l'opposition, il y a des gens qui ont annoncé des manifestations, etc. Est-ce que vous êtes inquiet? Oui, je suis inquiet. Je suis inquiet. Je vois difficilement comment le président Jovenel Moïse, avec le topo qui est là, peut entrer dans sa deuxième année de pouvoir tranquillement. Donc ça son bagaille qui pas dépasser la première année quand on devait rentrer au début de l'année 2018. Ouais bah qui était pété sous président Préval là, le premier ministre Jacques-Edouard Alexis est obligé à aller. Je crois qu'on va vers une chose pareille. Mais beaucoup plus gravement que ça ne va pas être monitoré par les politiques eux-mêmes. Parce que les politiques eux-mêmes, nous nous rendons compte qu'il y a le monde qui perd du force de mobilisation, et même par le bas fin trop droite. Et puis c'est trop diversifié cette affaire-là que le président Matéli avait fait cette modification légale là qui permet de venir à bon parti politique là. Donc nous mettons des ordres dans le système politique là qui affaiblit la politique en tant que telle. Je crois que ce secteur mérite d'entrer en réflexion et de chercher à se réorganiser. Parce que nous le voulions ou non, le système politique est monté autour des partis politiques. Si les partis politiques n'existent pas, vers quoi nous allons? Donc il y a toute une réflexion et ma grande peur, c'est qu'on soit face à un désordre généralisé et incontrôlé. Et maintenant, plaise au ciel que cela n'arrive pas, mais la pression économique, la misère au quotidien peut déboucher sur des mouvements sociaux extrêmement difficiles. Et comme le président Moïse, d'après moi, a choisi la mauvaise stratégie, parce que c'est une personne que je n'ai jamais rencontrée, donc je le suis à travers ses actes. On pourrait dire que c'est une personne qui a beaucoup de bonne volonté et qui est plus portée par des rêves brillants. Quand, par exemple, il te dit que nous allons donner l'électricité 24 heures sur 24 dans 24 mois. Il ne dit pas que nous devons donner l'électricité. Il dit que nous allons le faire. Il a maintenu cette déclaration. Et en plus, il donne le flux de la présence de l'électricité. Ce n'est pas 12 heures par jour, c'est 24 heures sur 24. Et il précise dans 24 mois. Et à un moment donné, il a même commencé le décompte lui-même. Pour dire qu'il était 23 mois, après un mois passé déjà. C'est un très beau rêve.
C'est un très beau rêve. Maintenant, quelle est la mécanique qui va permettre qu'on aboutisse à ça? On ne sait pas. De toute façon, on avait étudié au niveau du gré à un certain moment donné de la durée l'électrification de toutes les sections communales à travers un système presque personnalisé au niveau des familles avec l'énergie solaire. Mais on avait au niveau de ce que nous appelons la maison du CASEC étudié une centralisation de certaines activités comme le dry cleaning, le repassage, tout ce qui demandait, par exemple, la réfrigération, tout ce qui demandait une utilisation d'électricité qui ne soit pas d'éclairage, que ces gens-là aient un centre où ils pouvaient amener leurs habits, amener et aller chercher la glace, etc., pour diminuer la pression sur l'intensité de l'électricité qu'il faut pour faire vivre les communes. Je ne sais pas si c'est ce projet-là qu'ils sont en train de mettre en application. Si oui, ce qu'il a dit est faisable. Mais je sais que avant d'arriver à ces conclusions-là, nous avions passé une année d'enquête sur tout le territoire national et nous étions arrivés à cette conclusion-là. C'est tout comme, par exemple, on était arrivé à la conclusion qu'il fallait embrigader dans l'armée d'abord des ingénieurs, des médecins, et des scientifiques, des agronomes, de telle sorte que nous puissions mettre la connaissance de ces entités-là au service des citoyens au niveau des sections communales. Par exemple, on a fait une expérience à Gris-Cri pendant 2 cliniques mobiles. Mais on a remarqué tous les cas de maladie qu'on avait résultaient de la qualité de l'eau. Donc, on donnait des médicaments à 800, 900, des milliers de personnes qui n'étaient pas utiles si on avait pris des dispositions pour se préoccuper de la qualité de l'eau dont les gens se servaient. Il y a eu beaucoup de cas d'infection vaginale, beaucoup de cas d'infection intestinale, beaucoup de cas d'infection cutanée, qui tous étaient une conséquence de la qualité de l'eau. Donc si on avait traité l'eau que ces gens-là utilisaient pour la boisson, eh bien, on n'aurait pas tous ces cas de maladie, donc on n'aurait pas besoin d'utiliser tout cet argent-là pour acheter des médicaments. Donc, moi, je ne peux pas critiquer les plans du président parce que je ne les connais pas. Et il a ses idées, et je crois que le gros avantage que Haïti aurait attiré, on voit que c'est un homme qui aurait aimé faire. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui vient du Nord, c'est un tempérament des gens du Nord. Ils veulent faire des choses que personne n'avait fait pour être vraiment dans le cœur des gens au sommet. Comment vous voyez le style Jovenel Moïse 6 mois après? Un peu toujours lui-même. Il est convaincu même dans ce que je crois être ses erreurs. Il avance même dans ce que je crois être ses erreurs. Et c'est une qualité. Parce que si vous agissez dans la vie que vous n'avez pas de conviction, eh bien, vous n'allez nulle part. Maintenant, avoir une conviction qui serait un facteur positif et l'impliquer dans une stratégie elle-même mauvaise peut conduire à des déceptions et des déceptions au niveau même du président Moïse. Parce qu'il aura peut-être en bout de ligne là, le sentiment d'avoir été sincère, d'avoir essayé de faire tout ce qu'il aurait aimé voir se réaliser et de n'avoir pas abouti. Pour terminer, l'histoire des kits scolaires qui a dominé l'actualité cette semaine, Ibn Aribu, comment vous voyez tout ça? Bon, je crois que quand on commence à pointer des gens du doigt en Haïti, j'ai toujours beaucoup de réserves. La petite expérience que j'ai de la vie et de la vie politique en Haïti me dit que quand tu vois qu'on pointe quelqu'un du doigt, il faut aller plus loin et plus profondément. Je sais que nous sommes dans un système absolument et profondément corrompu. Je sais aussi, et le président l'a dit, qu'il n'existe jamais de corrompus sans qu'il y ait des corrupteurs. Ce qu'on dit, on est en train de parler d'une affaire de surfacturation. Il y a quelqu'un qui a accepté la surfacturation. Donc cette personne qui a accepté a péché aussi contre la loi. Mais si je viens en tant que ministre vous faire la proposition, accepter la proposition de faire payer $36 pour quelque chose qui devrait être vendu $17,
là, on est carrément dans un cas d'association de malfaiteurs. Pourquoi c'est seulement le nom du ministre qui a été? Et il y a une déclaration que le ministre a faite. Et que lui-même, tout le bail, ça au même côté au sorti. Donc, je ne dis pas qu'on ne doit pas traiter des questions de corruption, mais ça aurait été une très mauvaise chose qu'on en fasse une victime publique. Bon, je ne peux pas dire victime. Si le ministre, effectivement, a accepté, même si ce sont des instructions qu'il a reçues, accepté de mettre à exécution ces instructions, il a tort. Mais il ne peut pas être le seul, mon Dieu, à être trempé dans cette affaire. Ça se sait, ça se dit. Et si on devrait faire confiance à ce que rapportent les réseaux sociaux, qui sont devenus aujourd'hui un autre malingre de notre société, et aussi peut-être un gros instrument et à nous dire ce qui se passe sur ce que nous ne savons pas. Donc nous ne pouvons même pas savoir si ce que je dis est l'expression de la vérité. Donc qui aurait, par exemple, le ministre qui est arrivé là, c'est ça ce que je vous dis, le ministre qui est devenu ministre. Moi, c'est quelqu'un que j'ai connu, il était dans le cabinet du président Bruvère avec moi comme conseiller en matière d'éducation. C'est un jeune qui vient de terminer un doctorat en France, un jeune très humble, très tranquille, un bonhomme très doux, très tranquille, de bon commerce. Mais c'est certain, c'est un jeune qui a été mis dans l'arène. Qui est-ce qui était derrière lui, qui était en train d'utiliser? Quand on te propulse, comme si le président de la République décide d'appeler M. Rothschild François Junior et le nomme ministre, c'est le président de la République qui l'a choisi par rapport à la stratégie, le gain sale qu'on est Rothschild vaut dans la société, etc. Mais si Rothschild a été envoyé par 4 à 5 parlementaires, donc Rothschild sait qu'il est redevable. Pas pour l'honneur qu'il va faire à ces parlementaires-là qui auront mis un homme capable qui aurait fait de très grandes choses à la tête de la nation. Donc Rothschild, dès lors qu'il est ministre comme ça, il devient un prisonnier. Il n'est plus un homme libre. Moi, je n'ai pas les données du problème. Je ne peux pas dire que c'est prématuré, mais je pense que l'action est inachevée. Et si l'action est inachevée, je crois qu'il y a quelqu'un qui a tenté de sacrifier quelqu'un d'autre pour protéger certaines autres personnes. Et je pense que ce serait très dommageable pour l'image de la présidence, l'image du gouvernement, l'image du Premier ministre, si cela aurait été le cas. Et c'est évident, je suis sûr que, d'ailleurs, le simple fait d'entrer dans une affaire de surfacturation relève d'une entente entre plusieurs individus. Comment est-ce qu'on a pu sortir un chèque au ministère des Finances? Avec quel document? Parce que j'ai été ministre, je sais tout ce qu'il faut faire pour qu'on puisse débloquer des fonds. Pourquoi les fonds ont-ils été débloqués avec une telle rapidité? La proximité de la rentrée des classes. Maintenant, si la totalité de la valeur a été payée, pourquoi les kits en retour n'ont pas été délivrés? Est-ce qu'ils ont été délivrés? Je ne sais pas. Donc, ça relève d'une enquête beaucoup plus profonde. Et, dans le point bas, elle est arrivée là, aviler au ministre publiquement, bah, quand une cabreté dans l'enquête se poursuit dans ça à tout. À moins que le gouvernement, maintenant, est prêt à accepter les conséquences de, je t'ai dit que c'est propre moun en dedans là, il a cherché couvrir pour bagaille. Donc, je pense que la décision, si elle devait être prise, devrait être prise totalement, globalement, sincèrement. Et dans un cas pareil, ça ne peut pas se résumer à une simple évocation. Il faut qu'il y ait des poursuites. Et j'ai cru avoir entendu dire que le ministre aurait déclaré que lui, il est là depuis FM et attend la justice. Là, c'est un défi qu'il lance. Plus qu'un défi, c'est une accusation pour dire qu'il a été manipulé par des bras forts ou des têtes très fortes. Maintenant, quelles sont ces têtes-là? Donc, je crois qu'on a été un petit peu trop vite. De toute façon, c'est un crime. C'est un crime dans la situation actuelle du pays, dans la situation de stress que vivent les parents pour la réouverture des classes. Et qu'il y ait des gens à faire ce trafic-là à ce moment-là, je pense que c'est extrêmement grave. Merci beaucoup, Ibler Rébu, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie et je salue tout le monde.
Comme annoncé, l'ambassadeur du Brésil en Haïti, M. Fernando Vidal, sera l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On va parler du départ des casques bleus brésiliens et parler un peu de la coopération entre le Brésil et Haïti. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Bonsoir, M. Rothschild. Merci de nouveau d'être. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous de nouveau et avec RFM. Alors, monsieur l'ambassadeur, donc jeudi soir, donc on a organisé une cérémonie pour marquer le départ des troupes brésiliennes qui sont déployées en Haïti depuis 2004. Ça fait 13 ans déjà. Donc les casques bleus brésiliens qui s'en vont. Voilà, c'est ça. C'était déjà prévu et déterminé par la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, le numéro 2350, et on a décidé de fermer la mission un peu avant la date limite qui est le 15 octobre, parce que ça serait plus prudent, et la cérémonie d'hier était préparée il y a longtemps et on attendait l'arrivée du ministre de la Défense parce qu'il voulait venir ici prestigier avec sa présence cette cérémonie si importante. Avec quel sentiment les troupes brésiliennes laissent aujourd'hui le pays, en tout cas pour le gouvernement brésilien, avec quel sentiment? Avec le sentiment que vous avez écouté hier la représentante spéciale du secrétaire général dire mission accomplie, mission finie. Là, ça veut dire le devoir a été fait. On est resté là peut-être un peu très longtemps, c'est vrai, on doit reconnaître. Mais on a la sensation que la mission a été complétée, finie de façon très satisfaisante, je crois. Donc là, il y a 36 000 soldats brésiliens qui se sont relayés en Haïti pendant toute cette période. C'est important. Oui, j'ai écouté que c'était plus de 36 000, presque 37 000 Brésiliens qui sont venus en 26 contingents militaires dès 2004. Et on a eu le Brésil était présent en Haïti, la présence militaire était très intensive, si on peut dire comme ça, pendant toutes ces années. Et je crois que on doit commencer une nouvelle étape de la relation avec Haïti, parce que la mission s'appelle mission de stabilisation et on constate que la stabilisation est présente, est là. Alors, on doit tourner la page et commencer une nouvelle étape de l'histoire d'Haïti et une nouvelle étape de la relation de mon pays avec Haïti. On sait que cette mission n'était pas soutenue par toute la population brésilienne. Parfois, il y a quand même des groupes de gauche qui demandaient le départ de ces troupes brésiliennes déployées en Haïti. Il y a une déclaration importante qu'a faite le ministre de la Défense. Il a dit que le Brésil n'était pas en Haïti à des fins commerciales. Oui, c'est vrai, j'ai écouté ça, c'était très bien de lui de dire ça, je crois, parce que, et en effet, là, si vous constatez, la partie commerciale de l'ambassade, par exemple, est la plus petite, parce que la priorité, c'est la coopération, la migration, vous voyez la question de la migration haïtienne, mais surtout de la coopération. Les projets de coopération sont très importants. Je ne cesse jamais de dire que le plus grand projet de la coopération brésilienne dans tout le monde, c'est un projet qui est en Haïti, celui dans le domaine de la santé. Un autre projet très important, c'est celui de la formation professionnelle. Alors, c'est ça, c'est ce qu'a dit le ministre. La question commerciale n'était pas la plus importante. On n'est pas venu ici pour faire des négociations commerciales. On est venu ici pour aider Haïti dans une période très difficile de son histoire. Parce qu'effectivement, comme il a dit, la mission a été déployée dans un contexte tout à fait particulier, avec beaucoup de violence en 2004 et 13 ans après. Donc pour vous, Brésiliens, donc la question de la stabilité elle est très importante et voilà pourquoi vous avez donc décidé au terme des Nations Unies de quitter Haïti. C'est pas tout à fait qu'on a décidé. On a obéi à une résolution des Nations Unies. Ce sont les Nations Unies qui ont décidé, le Conseil de sécurité. Tout ce que le Conseil de sécurité a décidé pendant ces 13 ans, on a obéi, évidemment, de proroger. Vous savez que la résolution, la première de 2004, la numéro 1542, elle établissait que la mission aurait une période de 6 mois de duration et elle a été prorogée pendant 13 ans. Alors, ce que le Brésil a fait, c'est simplement obéir à une détermination du Conseil de sécurité des Nations Unies, de rester ici jusqu'à le Conseil lui-même décide que l'heure de partir était arrivée. Alors, qu'allez-vous retenir de la présence de cette mission en Haïti qui s'en va, ambassadeur Vidal?
On va retenir qu'on a fait un bon travail, on a pendant toutes ces années, après le tremblement, surtout quand on est arrivé en 2004, la situation ici était un peu compliquée, comme vous le savez. On a eu des moments très importants ici, en 2010 après le tremblement de terre, en 2016 avant, pendant et après l'ouragan Matthew, et la question de la contribution que la mission a donnée à la stabilisation politique et aux élections. Vous vous rappelez qu'ils étaient tous déployés pendant le processus électoral pour garantir la paix, que le processus pourrait être réalisé en paix, sans violence. Et je crois qu'on a pu faire un bon travail là dans ce domaine. Le ministre de la Défense, il a également dit lors de cette visite en Haïti que ce qu'il regrette, c'est que, bon, on a eu le déploiement de cette mission, on a eu la stabilité, la stabilisation du pays, mais sur le plan économique, donc ça n'a pas vraiment évolué. Donc, il regrette cet aspect de la question parce que pendant toute cette période, le Brésil était très fort sur le plan économique et ça pourrait peut-être aider Haïti. C'est vrai, mais on essaie de surmonter ça au Brésil aussi, et je crois qu'on commence à surmonter cette crise au Brésil. La crise est fiscale, mais le programme économique du président Temer, je crois que c'est un bon programme qui commence à montrer des résultats. Tous les jours que je vois la presse brésilienne, je vois seulement des données économiques positives. Le chômage commence à diminuer, l'inflation a baissé. La question fiscale est toujours très, très aiguë, mais les mesures qui sont en train d'être approuvées par le gouvernement sont des mesures nécessaires pour diminuer la crise fiscale, et on espère pouvoir, quand la situation soit meilleure que maintenant, on espère pouvoir retourner au contexte international d'une façon plus dynamique. Et je me réfère par exemple à la coopération avec Haïti. Les deux projets qu'on a en Haïti aujourd'hui, ce sont les deux plus grands projets qu'on a en Haïti aujourd'hui. Ce sont des projets qui utilisent des ressources qui ont été approuvées en 2010. Ce qui est bon pour nous ici et pour notre travail ici, parce que c'était une époque quand la crise n'était pas présente comme elle est aujourd'hui. J'espère que dans un futur prochain, on puisse avoir d'autres ressources, une plus grande disponibilité de ressources financières pour continuer les programmes de coopération avec Haïti et de nouveaux projets. Alors, concernant les bases brésiliennes établies dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, quelle utilisation va-t-on faire de ces bases après le départ des casques bleus, monsieur l'ambassadeur? Ça, c'est pas ma spécialité, mais ce que j'ai appris, c'est que ce sont des terrains qui appartiennent à des particuliers et qu'ils devront être retournés à des particuliers. Hier même, je parlais avec quelqu'un hier, après la cérémonie, qui me disait que le propriétaire de ce terrain-là en bas a accepté toutes les améliorations qui ont été faites par la MINUSTAH et qu'il va recevoir tout le terrain comme il est maintenant. Ça veut dire que la MINUSTAH, les Brésiliens ne vont pas être obligés à détruire ce qu'ils ont construit là, parce que le propriétaire aurait accepté de recevoir tout avec les nouvelles réformes qui ont été faites. Et les casques bleus brésiliens, ils partent avec tous les équipements? Je comprends qu'ils partent avec les équipements qui sont nécessaires au Brésil, et je comprends qu'ils laisseraient ici les équipements qu'ils ne peuvent pas envoyer au Brésil parce que ça ne vaut pas la peine. Alors, monsieur l'ambassadeur, maintenant, est-ce qu'avec le départ des casques bleus brésiliens, est-ce qu'il n'y aura pas une certaine baisse d'intérêt pour Haïti au niveau de la coopération entre Brasilia et Port-au-Prince? Non, je ne crois pas. Je peux pas vous donner une réponse négative, parce que si je vous donne positive de ce que vous dites, parce que si je dis que vous avez raison, je peux pas être ambassadeur en Haïti. Et ce que je vous dis, c'est que hier on a enlevé le drapeau brésilien de la base militaire, mais le drapeau brésilien continue ici à l'ambassade. Et on continue à faire un bon travail avec Haïti. On a beaucoup de projets. On n'aura plus la présence des militaires. C'est une nouvelle étape qui commence, mais de toute façon, on a une relation qui est beaucoup plus ancienne que la présence de la MINUSTAH en Haïti.
la ministre en Haïti, elle est ici dès 2004 et nos relations diplomatiques avec Haïti, elles ont commencé en 1928. Alors on va continuer à faire ça et on va maintenir la présence et mon devoir et mon obligation et ma responsabilité, c'est d'essayer de imprimer une qualité à la relation bilatérale et à mon agenda de travail ici. Et c'est ça ce que je crois que je suis en train de faire. Alors, concernant la réhabilitation des forces armées d'Haïti, j'ai appris que le ministre de la Défense sera bientôt au Brésil. Oui, hier, pendant la réunion avec le Premier ministre, ils ont parlé de ça. Et le ministre Hervé Denis va pouvoir aller au Brésil. On ne sait pas encore quand, mais le ministre de la Défense du Brésil, Raoul Jungmann, est tout à fait au courant de ça et il est d'accord avec ça. Il va recevoir son homologue haïtien. Ils vont parler des projets qu'on a. On a un projet important dans le domaine de génie militaire qui a été un accord qui a été signé en 2014 et on espère pouvoir revitaliser cet accord le plus tôt possible. Ça dépend évidemment des ressources financières du ministère de la Défense qui sont très limitées aujourd'hui, mais l'intention, elle est toujours vivante. Donc la question d'un éventuel appui du Brésil à la constitution de cette armée reste toujours pendante? Je fais référence à l'accord de génie militaire qu'on a signé avec Haïti. La question de la reconstitution des forces armées, c'est une question haïtienne. C'est vous qui décidez ça, c'est dans la Constitution d'Haïti. Vous êtes en train simplement de respecter la Constitution. Je ne crois pas que le Brésil doit donner son opinion à propos de ça. C'est une décision du président, du gouvernement. C'est dans la Constitution et vous l'avez faite. En termes de coopération? L'accord du génie militaire est une forme de coopération, mais on ne peut pas l'implémenter maintenant parce qu'il y a une difficulté budgétaire. L'accord de coopération entre le Brésil et Haïti en matière de génie militaire, c'est une coopération dans le domaine militaire. Alors parlez-nous quand même des grands chantiers de coopération aujourd'hui entre Haïti et le Brésil, la question de la santé, la question de la formation professionnelle. Est-ce que ces projets avancent, monsieur l'ambassadeur? Est-ce qu'on peut avoir davantage de précisions? Ces projets avancent. On a eu cette semaine même, ou la semaine dernière, non, cette semaine, on a eu une délégation importante du ministère de la Santé du Brésil qui est venue pour continuer la coopération avec ce projet. On a deux projets. Un projet qui, aujourd'hui, maintenant, en 2017, on a deux projets qui se touchent. Le projet qui a commencé en 2010, qui est celui que je vous avais dit, qui est le plus grand projet de la coopération brésilienne dans le monde et qui arrive à sa fin. Et c'est pour ça qu'on a approuvé un nouveau projet pour continuer des activités du projet ancien qui sont très importantes et qu'on veut pas, comment dire, on veut donner une continuité à ces activités. La délégation est arrivée cette semaine et ils ont eu des réunions importantes avec la ministre de la Santé et on espère pouvoir retourner ici en décembre pour inaugurer le centre de chirurgie de l'hôpital de Jérémie, qui a été une demande du Premier ministre. L'hôpital de Jérémie a un grand problème qui est le manque d'un centre de chirurgie. Et avec ce projet qu'on a, le Brésil en Haïti, on va reconstruire le centre chirurgical de l'hôpital de Jérémie et emporter les équipements qui sont nécessaires. Et on espère pouvoir inaugurer ce centre peut-être à la fin de l'année, de nouveau avec la présence du ministre de la Santé du Brésil qui est venu en juin et qui espère pouvoir retourner en décembre. Et le projet de la formation professionnelle? Le projet de la formation professionnelle, on a eu il y a 2 semaines une cérémonie très importante à la ville de Cai, de pose de la première pierre du centre de formation professionnelle du Brésil en Haïti. C'est une négociation aussi ancienne qu'on a avec l'Institut de formation professionnelle d'Haïti et j'ai eu le grand plaisir d'être à la ville de Cai il y a 2 semaines avec le président Jovenel Moïse pour poser la première pierre de ce qui va être un très important centre de formation professionnelle qui va recevoir à peu près 3000 Haïtiens et qui ont besoin d'apprendre leur métier dans des professions
pour pouvoir, comment on dit, c'est une contribution du Brésil aussi à la question de la crise du chômage en Haïti, parce que les gens n'ont pas une formation professionnelle et on voit tellement de personnes qui travaillent dans la rue avec des travaux informels, et le centre vient pour essayer d'aider Haïti dans cette question, pour que les jeunes haïtiens puissent avoir une spécialisation dans divers domaines. On espère pouvoir commencer la construction du bâtiment, je ne sais pas quand, mais on espère le plus tôt possible. Et comme j'ai dit au président Jovenel Moïse pendant mon discours là, pendant cette cérémonie, j'ai dit que j'avais un grand plaisir de pouvoir être là et que j'avais un désir de pouvoir retourner le plus tôt possible avec lui, avec le président, pour inaugurer le centre. Rappelez-nous un peu le montant qui a été décaissé par le Brésil pour la mise en œuvre de ces projets dans les secteurs de la santé et le secteur de la formation professionnelle. Dans le domaine de la santé, c'est 20 millions de dollars. Et dans le domaine de la formation professionnelle, c'est 17 millions de dollars. Donc ces projets avancent et vont aboutir bientôt. Oui, ces projets avancent et vont aboutir. J'espère que bientôt, on va avoir beaucoup de travail cette année de 2017 et l'année de 2018. Je crois que ce sont des projets qui... le projet de la santé, par exemple, l'idée, c'est qu'il va durer quelques années jusqu'à 2021, 2022. On a des activités dans le domaine de la santé ici qui sont très importantes qu'on doit maintenir. Les 3 hôpitaux qu'on a à Port-au-Prince, les centres de vaccins qu'on a à Jérémie, à Port-de-Paix et à Fort-Liberté, la question du centre ambulancier, que vous avez vu qu'il y a une crise là dans le centre ambulancier, on nous a demandé notre coopération. Je crois qu'on va avoir beaucoup de travail pendant les 3, 4 ou 5 prochaines années, seulement avec ces 2 projets-là. Alors, monsieur l'ambassadeur Fernando Vidal, concernant la communauté haïtienne au Brésil, comment elle se porte aujourd'hui? Est-ce qu'on a une idée du nombre d'Haïtiens qui se trouvent aujourd'hui au Brésil? Est-ce que le flux s'est arrêté? Il y a toujours des demandes pour aller au Brésil? Il y a toujours des demandes, oui. Il y a toujours des demandes. On continue à donner les visas ici, en Haïti. Moi, je dirais que, je ne sais pas, parce que vous savez qu'on a eu un phénomène récent au Brésil que des Haïtiens qui étaient là-bas ont parti en direction du Chili, en direction des États-Unis. On n'a vraiment pas une idée encore de combien d'Haïtiens sont partis. On me dit qu'environ 10 000, peut-être moins de 10 000, je ne suis pas sûr. Mais le fait, c'est que le plus important, c'est que on a déjà au Brésil une communauté haïtienne très importante qui est restée. S'il y a quelques-uns qui sont partis, c'est leur droit de partir s'ils veulent, mais la grande, immense majorité est restée au Brésil. Je crois, pour vous donner une idée, si on fait une addition des Haïtiens qui ont reçu des visas brésiliens ici à l'ambassade, avec ceux qui étaient au Brésil de façon irrégulière, parce qu'ils sont entrés par la frontière sans visa, à peu près 43 000 Haïtiens sont entrés par la frontière avec la Bolivie et le Pérou. Ces 43 000 Haïtiens sont déjà régularisés par le gouvernement brésilien. Et les autres qui ont reçu un visa ici, l'addition, la somme totale arrive à 107 000 Haïtiens qui ont reçu résidence permanente au Brésil dès l'année de 2012, quand le flux de migration vers le Brésil a commencé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 107 000 Haïtiens qui ont été régularisés pour avoir un, entre guillemets, green card brésilien, une résidence permanente, et qui sont là au Brésil aujourd'hui en train de travailler et de maintenir leur famille. Plusieurs de ces gens qui sont au Brésil ont leur famille encore en Haïti, leurs femmes, leurs enfants, et ils ont tout le droit de pouvoir appeler leur famille, et on donne à ces familles aussi les visas permanents sans aucune autre difficulté. Donc, ce qu'on appelle le regroupement familial, ça avance? Ça avance toujours et ça avancera toujours. Dès que, pendant qu'il y a des Haïtiens au Brésil qui demandent des visas pour leur famille, la réunion familiale est un devoir, est un droit sacré de l'être humain, et on respecte ça, on ne sépare pas les familles. Le Brésil ne sépare jamais les familles, et les Haïtiens qui sont au Brésil et qui veulent se réunir avec leur famille demandent un visa et on les donne ici. Donc on peut dire que cette communauté haïtienne qui est actuellement au Brésil, elle s'adapte?
Oui, je crois qu'elle s'adapte parce qu'ils sont là déjà plusieurs années et s'il est vrai que quelques-uns sont partis en direction des États-Unis, même ceux qui sont partis en direction des États-Unis et qui ont déjà été déportés des États-Unis envers Haïti, ils retournent à l'ambassade pour demander de nouveau une entrée au Brésil parce qu'ils veulent de nouveau essayer et ils se rendent compte que ça n'a pas été une très bonne idée de partir du Brésil. Alors je crois qu'ils s'adaptent, oui. Évidemment, il y a des difficultés au Brésil aussi, c'est vrai, mais le Brésil avec son territoire continental, même avec les difficultés qu'on a, on a beaucoup plus de possibilités de donner des opportunités à ces pauvres haïtiens qui étaient au chômage en Haïti qu'en Haïti, parce que le territoire est plus petit, les opportunités sont encore pas très évidentes et au Brésil, l'économie, comme je vous ai dit au début de cette interview, l'économie commence à se récupérer, heureusement, et on espère pouvoir bénéficier les Haïtiens qui sont en Haïti, au Brésil, déjà aussi avec les effets de la récupération économique. Alors pour terminer, monsieur l'ambassadeur du Brésil, Fernando Vidal, la situation au Brésil, politiquement, comme elle est aujourd'hui, on sait que récemment il y a eu des problèmes avec le président Temer, etc. Donc comment est la situation sur le plan politique aujourd'hui au Brésil? Est-ce qu'on peut dire que ça avance dans la bonne direction? Je peux pas je peux pas omettre le fait que il y a une crise politique. C'est évident qu'il y a une crise politique au Brésil, mais en même temps, je crois que on peut avoir des interprétations différentes quand on parle de la crise au Brésil. Et moi, je dis toujours que s'il y a une crise politique au Brésil, cette crise, elle est le résultat d'une très forte institutionnalisation dans mon pays, parce que c'est une crise qui a à voir avec plusieurs acteurs politiques, et ces acteurs politiques sont les institutions brésiliennes qui démontrent qu'elles sont très fortes. Ce qu'on voit au Brésil aujourd'hui, c'est un phénomène politique qui a comme acteur plus important le pouvoir judiciaire, qui démontre avec ça qu'il est très fort au Brésil, le pouvoir exécutif évidemment, le pouvoir législatif, parce que vous avez vu que tout s'est passé au pouvoir législatif qui ont confirmé le président Temer au pouvoir, et ce que certains politiciens appellent de quatrième pouvoir, qui serait le ministère public, comme on appelle au Brésil le ministère public, le procurateur aussi, qui est représentant d'une institution qui se montre de plus en plus forte au Brésil. Ça veut dire que ce qui se passe au Brésil aujourd'hui est une démonstration très évidente que les institutions fonctionnent et que personne n'est au-dessus de la loi. On l'a vu avec Lula, l'ancien président. Évidemment, on l'a vu avec Lula, l'ancien président, qui est en une étroite relation aujourd'hui avec la justice. Alors, quand est-ce qu'on aura des élections au Brésil? Octobre 2018. Les élections générales au Brésil sont le premier dimanche du mois d'octobre 2018. Alors, pour terminer, monsieur l'ambassadeur, un message pour la population haïtienne après le départ de ces troupes brésiliennes. J'ai un message, une surprise pour la population haïtienne à annoncer. On a annoncé hier ça au Premier ministre. Et j'aimerais annoncer à la population haïtienne, vous vous rappelez qu'on a eu un très important match de football en 2004, quand la MINUSTAH a commencé. Ça s'appelait le jeu de la paix, parce que c'était pour promouvoir la paix en Haïti. Et on a eu l'intention, le projet que je peux confirmer, qui est dans des négociations déjà assez avancées, de refaire le match. Refaire un deuxième match de football de l'équipe brésilienne de football en Haïti avec l'équipe haïtienne de football, si possible cette année encore, de 2017. Avant la fin de l'année, on est déjà en communication avec la Confédération brésilienne de football, avec la Fédération haïtienne de football, avec le Premier ministre, avec la ministre de Sport et de la Jeunesse, et on espère pouvoir avoir ici de nouveau, et j'espère pouvoir être dans ce match pour voir de nouveau les mêmes joueurs qui ont joué en 2004. Ça veut dire que c'est une catégorie senior de la sélection brésilienne. C'était une catégorie nouvelle que la Confédération brésilienne de football a créée au Brésil, de joueurs seniors. Et moi, j'espère pouvoir voir ici, en Haïti,
un jeu entre le Brésil et Haïti avec tous ces joueurs que vous avez vus en 2004, Ronaldinho et les autres, Ronaldo Fenomeno et les autres qui sont venus en 2004, peut-être pas tous les mêmes, mais quelques-uns de ceux qui étaient ici en 2004. Ce que j'ai annoncé à la population haïtienne, c'est ça, c'est qu'on est en train de travailler ici à l'ambassade pour pouvoir rendre ce projet qui aujourd'hui est seulement un projet, mais pour le transformer dans une réalité pour le peuple haïtien qui pourra s'amuser avec ce jeu qu'on veut appeler comme le jeu de la solidarité entre le Brésil et Haïti. On s'attendait peut-être à l'arrivée de Neymar, peut-être. Je ne sais pas si Neymar serait présent. Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas. Mais comme c'est une catégorie senior, et Neymar n'est pas senior encore, mais moi, j'ai demandé que, si possible, si Ronaldinho peut venir, parce que Ronaldinho est si fameux et si bon joueur, je sais, et si estimé par la population haïtienne, que je crois... Très aimé par la population, Ronaldinho. Voilà, c'est pour ça, c'est un symbole, n'est-ce pas, du Brésil en Haïti. C'est un grand ambassadeur du Brésil en Haïti, Ronaldinho. S'il peut venir, ce serait fantastique, je crois. Et j'espère pouvoir voir ce match, je répète, avant la fin de cette année. Donc c'est dans le cadre de la solidarité entre le Brésil et Haïti. Exactement. Et c'est dans le cadre et le contexte de la fin de la MINUSTAH. C'est un jeu qui a une étroite relation avec la fin de la participation brésilienne dans la MINUSTAH. Donc là, c'est confirmé, vous dites que vous travaillez très sérieusement sur ce projet qui va voir le jour avant la fin de l'année. Je ne peux pas confirmer aujourd'hui la date, mais je peux confirmer qu'on est en train de négocier la date. Et les négociations sont déjà très avancées avec la Confédération brésilienne de football. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Fernando Vidal, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui et pour nous annoncer quand même cette nouvelle qui va beaucoup intéresser les fans du foot en Haïti, la venue prochaine de cette équipe senior qui avait évolué en Haïti en 2004. Merci beaucoup à vous, monsieur Rothschild. C'est un plaisir pour moi c'est pas la première fois qu'on se parle et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. C'est toujours un grand plaisir de parler avec vous et avec tous les auditeurs de RFM. Merci. Merci beaucoup. C'est donc la fin de l'émission Enjeu. On a eu 3 invités aujourd'hui. Tout d'abord, le géologue Claude Prepti, le colonel Himmler Ebu et l'ambassadeur du Brésil en Haïti, Fernando Vidal. La rediffusion de cette émission à 4h et à 9h sur RFM 104.9, rfmhaïti.com et aussi sur TuneIn Radio. J'en profite pour souhaiter une bonne année scolaire à tous les enfants d'Haïti. Au revoir. Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaïti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.